obligation pour les assureurs de rechercher les bénéficiaires d'avoirs non réclamés. On en parle avec notre invité ce soir, le sénateur Hervé Maurey. Il nous dira si cette loi va assez loin dans la protection des épargnants. Faut-il étendre la procréation médicalement assistée aux couples de femmes homosexuelles et aux femmes seules? C'est ce que souhaitent les écologistes. Ils ont déposé au Sénat et à l'Assemblée nationale 2 propositions de loi en ce sens. Mais pour le gouvernement, ce sujet n'est pas à l'ordre du jour. Débat à suivre dans ce journal. Manuel Valls rejette je ne sais quelle idée de référendum demandée par l'opposition sur le projet de réforme territoriale qui prévoit la division par 2 du nombre de régions. Le Premier ministre l'a redit cet après-midi lors des questions d'actualité à l'Assemblée nationale. Il faut dire que dans l'histoire de la Ve République, les référendums sur ce sujet ont échoué. Flora Sauvage. La réforme territoriale, c'est la patate chaude de la Ve République. Tout le monde en convient, le millefeuille administratif coûte cher à l'État. Et il y a sans doute des économies à réaliser. Mais quand il s'agit d'y remédier, les choses se compliquent. En 1969 déjà, le général de Gaulle avait tenté de réformer les collectivités locales et le Sénat sans succès. La victoire du non l'a poussé à la démission. Plus récemment, le ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, a perdu le référendum du 6 juillet 2003 sur la fusion des départements corses. Enfin, en 2013, en Alsace, la fusion du conseil régional avec les 2 conseils généraux du Bas et du Haut-Rhin n'ont pas eu lieu. Le oui partait pourtant favori, mais les Alsaciens ont rejeté la fusion. Les électeurs du Haut-Rhin craignant de voir leur département passer dans l'orbite du Bas-Rhin et de sa capitale Strasbourg. Cette fois, François Hollande veut supprimer les conseils départementaux et fusionner les régions. L'opposition réclame une consultation sur la question, mais pour gagner un référendum, il faut être populaire, au risque d'en faire les frais. Près de 3 milliards d'euros, c'est le montant des assurances-vie non réclamées, une somme colossale. Le Sénat a adopté cet après-midi une proposition de loi plus sévère pour obliger assureurs et banquiers à rechercher des ayants droit. Pauline Dame. Ma grand-mère, née en 1926, est décédée en novembre 2013. J'aimerais connaître les différents organismes où elle avait pu souscrire des contrats d'assurance vie me concernant. Des courriers comme celui-ci, il en reçoit plus de 200 par jour. Philippe Rulins dirige l'AGIRA, l'association chargée d'organiser la recherche des contrats d'assurance vie en déshérence. Des comptes non réclamés parce que les bénéficiaires sont introuvables ou ne se manifestent pas car ils ignorent généralement l'existence de ces contrats. Le contrat d'assurance vie, quand il est souscrit, il comporte une clause bénéficiaire et cette clause bénéficiaire, elle est réputée secrète, sauf si le bénéficiaire est informé, mais en tous les cas, le bénéficiaire n'a pas forcément et généralement connaissance du contrat d'assurance vie. Et l'enjeu est de taille. Près de 2,7 milliards d'euros dormiraient aujourd'hui sur des assurances vie. Un trésor caché qui pourrait concerner une dizaine de milliers de Français. Pourtant, depuis 2007, une loi impose aux assureurs de rechercher et informer ses futurs héritiers. Il n'est pas toujours évident de retrouver la personne qui a été nommément désignée sur le contrat d'assurance vie. Donc nous, ce que nous demandons en tant qu'assureurs, c'est qu'on nous facilite la tâche et que notamment les différentes administrations, si elles possèdent des informations, nous les fournissent. Si le sénateur François Marc reconnaît cette nécessité, il pointe en revanche le laxisme et le manque d'empressement de certaines compagnies à respecter leurs obligations. Il y a eu incontestablement de la part des compagnies d'assurance, de certaines compagnies d'assurance, il y a eu du laisser-aller et un manque de pugnacité pour faire ce travail. Adoptée en février dernier et examinée aujourd'hui par le Sénat, la proposition de loi du député PS Christian Eckert va permettre de compléter le dispositif de 2007. Objectif : obliger les assureurs à consulter au moins une fois par an l'ensemble des contrats d'assurance vie et plus seulement ceux supérieurs à 2 000 euros. L'assurance vie est l'un des placements préférés des Français, 60% des ménages l'ont choisi pour épargner. Et pour parler de ce sujet, notre invité ce soir, Hervé Maurey, bonsoir. Bonsoir. Sénateur UDI-UC de l'Eure. Et cela fait des années que vous portez ce combat, ce dossier des assurances-vie non réclamées. D'où vous vient cet engagement ?
Écoutez, cet engagement me vient du fait que quand on souscrit un contrat d'assurance vie, c'est pour que les sommes en question aillent à leur destinataire. C'est aussi simple que ça. C'est une question à la fois d'éthique, parce que encore une fois, quand on souscrit un contrat, c'est bien pour qu'il aille à un destinataire, et c'est aussi une question, j'allais dire, économique, parce que ces sommes, elles seraient bien plus utiles si elles étaient affectées à leur destinataire et réinjectées dans l'économie que là où elles restent dans les coffres des banques et des sociétés d'assurance. On a parlé de près de 3 milliards ces pour montants les sont même assurances plus vie, importants que 1,2 pour les comptes inactifs. Le montant que vous avez indiqué, c'est à peu près 3 milliards et même sous-évalué, puisque aujourd'hui, et ça a été confirmé par la Commission des finances, on est plutôt autour de 5 milliards d'assurance vie non réclamées. Alors qu'en 2009, quand j'ai déposé mon premier texte en la matière, les assureurs disaient non, c'est à peine 1 milliard. La réalité, c'est plutôt 5 milliards. Alors pour que les téléspectateurs comprennent bien, qu'est-ce qui se passe quand cet argent n'est pas réclamé ? Ce qui se passe, c'est tout simplement que ça reste dans les caisses des sociétés d'assurance et qu'éventuellement c'est transféré à l'État au bout de 30 ans. Et donc c'est vrai qu'en matière d'assurance vie, il a fallu avancer progressivement parce qu'on se heurte à la réticence, pour pas dire à la résistance des professionnels. Donc il y a eu un premier texte en 2005, ensuite il y en a eu un en 2007, j'en ai fait adopter un en 2010 qui a réussi à être intégré pour partie dans la loi bancaire de 2013, et aujourd'hui on avait une nouvelle proposition de loi qu'on a examinée, qu'on a adoptée, et qui est un pas supplémentaire, même si je trouve qu'elle ne va pas assez loin. Alors justement, la loi qui a été adoptée, la proposition de loi qui a été adoptée cet après-midi, est-ce qu'elle empêche ce que vous appelez un hold-up des épargnants ? Alors, la proposition de loi qui a été adoptée cet après-midi, elle est importante parce que déjà, elle étend les dispositions qui existaient pour les assurances vie à l'ensemble des comptes bancaires et des coffres forts. C'est l'obligation de rechercher les ayants droit. Alors justement, c'est là où je trouve qu'elle ne va pas assez loin, c'est que cette proposition de loi, elle ne pose pas clairement l'obligation de recherche. L'obligation de recherche, elle existe uniquement pour les bénéficiaires de contrats d'assurance vie, mais malgré mes amendements, la majorité socialiste et l'UMP ont refusé de voter mes amendements qui posaient très clairement le principe d'un droit d'une obligation de recherche pour les banques au profit de titulaires de comptes bancaires ou de coffres forts. D'où viennent ces réticences selon vous ? Écoutez, je pense qu'il y a eu un petit moment de vérité où le rapporteur général a dit on a déjà demandé beaucoup aux banques, sous-entendant qu'il ne fallait pas aller trop loin. Alors c'est vrai, comme je le disais, qu'il y a des résistances des professionnels, qu'il faut avancer pas à pas, mais je trouve ça dommageable qu'on n'ait pas posé ce principe. Et le plus grave, c'est que pour la période passée, c'est-à-dire là où on va solder tous ces comptes qui n'ont pas été à leurs bénéficiaires, au lieu là aussi de mettre le principe de recherche, on dit simplement que dans un an, tous les comptes qui ont plus de 10 ans seront transférés à la Caisse des dépôts et ceux qui ont plus de 30 ans à l'État, sans qu'il y ait obligation de recherche. Et donc, quelque part, alors que c'est reconnu par la Cour des comptes, alors que la Commission des finances, elle aussi, a confirmé le fait qu'il y avait eu des manquements graves des sociétés d'assurance et des banques par rapport à leurs obligations de rechercher des bénéficiaires, au lieu d'imposer cette recherche sur le passé, eh bien, on passe l'éponge. C'est une espèce d'amnistie. C'est pour ça que j'ai parlé de hold-up. On transfère sans rechercher les épargnants. Et moi, en ce qui me concerne, je considère que la finalité d'un texte comme celui-là, c'est pas de transférer des fonds à l'État pour renflouer ses caisses, c'est de rechercher les bénéficiaires, c'est-à-dire les épargnants. Et donc ce texte, même s'il a des apports positifs, il est davantage tourné vers la volonté de renflouer les caisses de l'État que vers la volonté de retrouver les bénéficiaires et donc de servir les épargnants. Vous demandez également que les sommes qui sont en déshérence, quand elles sont versées aux bénéficiaires, soient créditées des intérêts, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui. Avez-vous obtenu gain de cause sur ce point ? Oui, sur ce point, il est clairement établi que dans le texte qui a été adopté, il y aurait des intérêts à un taux fixé par décret, parce que là aussi, il y avait des abus, soit pas d'intérêts, soit des intérêts versés à des taux tout à fait ridicules. Alors cette proposition de loi va être examinée en CMP. Est-ce que vous avez bon espoir qu'elle soit adoptée rapidement et enfin appliquée ? Oui, je pense qu'elle sera appliquée. J'espère que les quelques apports que nous avons obtenus aujourd'hui, notamment avec plus de transparence sur les assurances vie, se retrouveront dans la version définitive, qu'ils ne seront pas passés à la trappe en CMP. Mais de toute manière, je considère que c'est un combat qui continue. Comme je vous l'ai dit, on a eu des textes successifs et on en aura certainement d'autres parce que le combat continue en faveur des épargnants et pour que les assureurs et les banques n'essaient pas de garder des sommes qui ne leur reviennent pas. Alors Hervé Maurey, vous allez rester avec nous parce que vous avez aussi une autre actualité. Vous êtes le président du groupe d'amitié France-Ukraine et vous avez rencontré hier l'ambassadeur d'Ukraine. Et aujourd'hui, c'est le président du Parlement géorgien qui était reçu au Sénat. Il a évoqué la crise ukrainienne. Il faut dire que la politique étrangère russe inquiète les Géorgiens. Ils sont bien décidés en effet à se rapprocher de l'Union européenne. On l'écoute au micro de Quentin Calmy. We touched the issues
Nous avons évoqué l'Ukraine et la menace que représente l'agression russe pour tous les pays dans la région et en Europe. Enfin, nous avons répété une nouvelle fois que la Géorgie fait partie des pays qui essaient d'éviter les guerres et qui essaient de stabiliser la situation pour éviter l'escalade de la situation et pour établir la paix et la stabilité dans la région. Hervé Maurey, les pays comme la Moldavie ou la Géorgie suivent de très près la situation ukrainienne. Est-ce qu'ils peuvent nous aider à trouver une solution pacifique dans ce pays ? Écoutez, je comprends que ces pays soient inquiets parce que c'est vrai qu'on voit dans l'affaire ukrainienne une volonté de la Russie et de M. Poutine d'essayer de retrouver les frontières d'une grande Russie, pour ne pas dire les frontières de ce qu'était l'URSS. Et donc la situation en Ukraine est extrêmement préoccupante. Comme vous le savez, il doit y avoir une élection présidentielle le 25 mai. Je souhaite évidemment qu'elle puisse se tenir, mais qu'elle puisse se tenir dans des conditions incontestables. Or, dès lors qu'il y a des villes qui ne sont plus sous contrôle du gouvernement ukrainien, c'est tout à fait problématique. Et il faut que par avance, les Russes reconnaissent les résultats de l'élection présidentielle ukrainienne. Parce qu'aujourd'hui, les Russes ne reconnaissant pas le gouvernement ukrainien, il n'y a aucun dialogue entre l'Ukraine et la Russie. Quand il n'y a pas de dialogue, forcément, ça n'est pas pour faciliter le dénouement pacifique d'une situation aussi dramatique. Donc il faut que demain, on ait en Ukraine un gouvernement reconnu par l'ensemble. L'ambassadeur d'Ukraine, c'est le message qu'il vous a fait passer sur la reconnaissance de ces élections présidentielles. Oui, enfin l'ambassadeur d'Ukraine est évidemment très inquiet de la situation dans son pays, où on est vraiment entré dans une quasi-guerre civile. Et donc, il est forcément très inquiet par rapport à la tournure des événements. Personne ne sait vraiment ce qu'a en tête M. Poutine. Alors il souffle un jour le chaud, un jour le froid. Aujourd'hui, j'allais dire qu'on est plutôt dans un bon jour, puisque finalement il a dit qu'il ne fallait pas qu'il y ait de référendum d'autodétermination dans des zones contrôlées par les Russes. Il a dit qu'il ne souhaitait pas qu'il y ait des troupes russes en Ukraine. Bon, donc aujourd'hui c'est un jour où il semble plutôt conciliant et désireux de trouver une solution pacifique. Mais hier c'était autre chose et demain ce sera peut-être autre chose. Donc c'est une des grandes difficultés que M. Poutine, c'est qu'on ne sait pas vraiment ce qu'il veut. Eh bien, merci beaucoup Hervé Maurey d'avoir été notre invité ce soir. Après les assouplissements à la réforme des rythmes scolaires, Benoît Hamon, le ministre de l'Éducation nationale, a annoncé une rallonge aux maires en proie aux difficultés financières pour appliquer la semaine de 4 jours et demi. Ségolène Royal, pour le développement de l'éolien offshore, la ministre de l'Écologie veut faire de la France le chef de file en Europe des énergies marines renouvelables, aux grandes dames des associations de protection de l'environnement. Mounir Soussi. Ségolène Royal a tranché, c'est GDF Suez Areva qui pilotera l'installation des 2 prochains parcs éoliens au large de la Normandie. La ministre de l'écologie mise sur cette filière offshore pour pousser la transition énergétique. Notre objectif est ambitieux et je remercie les entreprises de s'engager avec autant de détermination et de savoir-faire, puisque je souhaite que nous puissions disposer d'une capacité de production électrique en mer de 6 000 MW en 2020, ce qui permettra de couvrir 3,5% de notre consommation d'électricité. Les parcs seront installés sur les côtes du Tréport et à proximité des îles Dieu et de Noirmoutier. Le gouvernement prévoit la création de 10 000 emplois dans la région, des emplois pour les sous-traitants et GDF Suez Areva. Mais quid du perdant, Alstom, le groupe français était lui aussi en lice. Les dernières difficultés autour de son rachat par General Electric ont peut-être pénalisé l'entreprise. Alstom donc a développé la technologie pour les 3 premiers champs qui sont avec EDF. Là, c'est la technologie d'Areva. Il y a beaucoup de questions aujourd'hui sur l'avenir d'Alstom. Est-ce que ça veut dire que c'est la filière industrielle et la technologie d'Areva qui va s'imposer ? Les parcs éoliens validés aujourd'hui devraient entrer en service à l'horizon 2023 et l'État a déjà 4 autres projets dans les cartons qui devraient pousser notamment au large de Fécamp, Saint-Brieuc et Saint-Nazaire. À moins de 3 semaines des élections européennes, le Front National fait toujours la course en tête. Le parti de Marine Le Pen devance de 1 point avec 22% des intentions de voix. L'UMP qui récolterait 21% des suffrages selon un sondage Harris Interactive. 24 heures Sénat, tout de suite le débat. Et on
on ouvre le débat de ce 24 heures Sénat, je vous le disais en titre, consacré aux propositions de loi écologistes qui souhaitent étendre la PMA, la procréation médicalement assistée, aux couples de femmes homosexuelles et aux femmes seules. Avec nos invités ce soir, Esther Benbassa, bonsoir. Vous êtes sénatrice écologiste du Val-de-Marne et auteure d'une de ces propositions de loi. Avec nous également sur ce plateau, Sylvie de Montchenu, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes psychothérapeute et auteure de cet ouvrage Manifeste pour une jeunesse sacrifiée. Alors avant d'ouvrir ce débat, je vous propose de faire un point sur l'état de la législation en France avec Marie Brémaud. Ils souhaitent relancer le débat. Les écologistes remettent sur le devant de la scène la PMA. Avec cette proposition de loi, les Verts veulent ouvrir la procréation médicalement assistée à toutes les femmes en couple ou célibataires. Car en l'état actuel en France, seuls les couples hétérosexuels souffrant d'infertilité peuvent avoir accès à cette technique de procréation. Une restriction qui favorise le tourisme dit procréatif, soit des couples de femmes françaises ayant recours à la PMA à l'étranger, principalement en Belgique et en Espagne. Les parlementaires écolos espèrent donc faire pression sur l'exécutif, car il y a un peu plus de 2 ans, François Hollande, alors en pleine campagne présidentielle, s'était déclaré favorable à l'ouverture de la PMA à tous les couples. Mais ce n'est clairement plus à l'ordre du jour. Le gouvernement ne veut pas mettre sur la table un sujet qui fâche. Les socialistes eux-mêmes sont divisés sur la question. Et comme l'a rappelé hier la secrétaire d'État à la famille Laurence Rossignol, l'exécutif préfère se concentrer sur les points de convergence et jouer l'apaisement. Alors Esther Benbassa, on entend que le gouvernement dit ce sujet n'est plus à l'ordre du jour. Quelle est votre réaction ? Ma réaction est toujours la même. C'est encore un recul du gouvernement puisque M. Hollande avait promis la PMA et en plus M. Valls, avant d'être Premier ministre, avait dit qu'il n'était pas contre. Et Marisol Touraine, notre ministre de la Santé, n'était pas contre non plus. Donc cette reculade, politiquement, je ne sais pas où est-ce qu'elle va mener. C'est donner des gages à la Manif pour tous. Notre collègue sénatrice, aujourd'hui ministre de secrétaire d'État à la famille, a reculé très vite devant les membres de la Manif pour tous. Je trouve cela regrettable parce que on a déjà, la gauche a reçu une raclée lors des municipales, surtout les socialistes à force de reculer. Et ce ne sont pas ces gens-là qui vont voter. On ne peut pas faire de la politique en regardant la droite. Il faut être audacieux, aller jusqu'au bout. La PMA avait été même promise au Sénat par Madame Bertinotti lorsque nous avions discuté le projet de loi sur le mariage pour tous. Alors là, pour moi, c'est une énième reculade. Une reculade, on l'a compris, Esther Benbassa. Sylvie de Montchenu, alors que dit la psychothérapeute sur cette question? Est-ce qu'il faut étendre la procréation médicalement assistée qui existe en France pour les couples hétérosexuels qui ont des problèmes de fertilité, mais qui est interdite pour les couples homosexuels? Oui, alors il y a effectivement de problématiques un petit peu différentes. Je dirais surtout que mes propos sont basés sur des analyses et sur la connaissance de la psychologie de l'enfant et du développement de l'enfant. Sur les problématiques qu'on constate aujourd'hui par rapport à un certain nombre de problèmes sociétaux chez les adolescents. Aujourd'hui, 20% des adolescents ont des troubles du psychisme dus aux problèmes sociétaux. Et je ne voudrais pas que la PMA soit uniquement un sujet politique. Je voudrais qu'on puisse faire entrer dans ce débat des psychothérapeutes, d'autres personnes, des médecins, des personnes qui pensent et justement ne pas se précipiter parce que ça n'est pas sans conséquence. On sait que l'enfant a besoin de connaître sa filiation, que c'est très constitutif pour son avenir, tout comme son identification au niveau sexuel. Donc c'est quelque chose qui mérite vraiment un débat profond et surtout aucune précipitation et beaucoup de réflexion parce que c'est un grand bouleversement sociétal. C'est loin d'être neutre. Alors, Madame Montchenu vient de parler d'un sujet effectivement qui est lié, c'est-à-dire la filiation
l'émotion qu'il y a derrière cette question de procréation médicalement assistée. Or, on s'aperçoit en France qu'il y a un vide juridique. Esther Benbassa, est-ce que votre texte permettrait de combler ce vide juridique? Oui, si l'adoption suit, à savoir que deux femmes qui ont recours à la PMA et que l'une est la mère biologique et l'autre adopte l'enfant comme parent, je ne vois pas pourquoi il y aurait des problèmes de filiation. Les couples, le modèle du couple a changé. Aujourd'hui, le couple n'est plus papa, maman. Si nous avons ouvert la voie au mariage pour tous, nous devrions nous attendre à ce que ces couples de lesbiennes attendent la PMA, ou les mères seules. Écoutez, les mères célibataires, elles adoptent déjà, il n'y a pas de filiation. Elles ne connaissent pas le père de l'enfant qu'elles ont adopté. Alors qu'elles aient recours à la PMA, je ne vois pas d'inconvénient si tout cela est régi par un contrôle éthique pour qu'il n'y ait pas de dérive, qu'on n'aille pas choisir des enfants, des ovules de femmes ayant des yeux verts et un QI de 145. Donc effectivement, un risque d'eugénisme, c'est ce qui oui, mais peut exister. En France, vous savez, on a beaucoup réfléchi à l'éthique. C'est la même chose aussi pour l'insémination artificielle. On peut aussi là manipuler tout ce qu'on veut. Mais là, c'est pas des gens qui vont manipuler. Ça va être contrôlé. On ne peut pas faire n'importe quoi en France, heureusement. Mais ce problème de filiation, on a des travaux aussi, madame, aux États-Unis, d'enfants élevés par des couples d'hommes homosexuels, et les enfants n'ont pas plus de soucis psychologiques que les autres. À l'occasion de l'adoption par le Parlement français du texte ouvrant le mariage pour tous, on a vu beaucoup de témoignages d'enfants qui vivent dans des couples homosexuels et qui ont l'air tout à fait épanouis. Alors, que dites-vous? J'ai vu ces témoignages-là, effectivement, et les enfants qu'on voyait connaissaient quand même leur père biologique et savaient d'où il venait. Donc, c'est quelque chose de très important. C'est vraiment quelque chose qui ne va peut-être même pas éclairer à cette génération-là, mais aux générations suivantes. Qu'il y ait un trou dans la filiation, ça c'est quelque chose qui n'est pas possible. De ne pas savoir à quelle lignée on appartient, psychiquement, c'est tout simplement désastreux. Alors, ça se voit déjà chez des enfants nés de dons d'ovocytes ou de sperme qui n'ont pas accès à leurs origines en France. Voilà, et on a vu des émissions dans des couples hétérosexuels. D'enfants qui revendiquaient, et ça devient un vrai problème. Alors, c'est vrai que ce serait pour les femmes. Pourquoi? Parce que je suppose, du coup, on connaîtrait la femme qui porte l'enfant. Mais si on n'a pas accès au père, et le père est déjà tellement gommé dans notre société que, comme je le dis dans mon essai, où est le père et où sont les repères? Il y a besoin quand même de constante, et les bouleversements sociétaux, les mutations sociales vont à vitesse grand V, de telle manière que, comme je le citais aujourd'hui, on voit vraiment beaucoup d'ados qui ont des problèmes dus à ces problèmes sociétaux. Alors, le mariage pour tous, c'était pas un problème. Des enfants, ce qu'on appelle les bébés thalys, puisque c'est quand même un état de fait, et même si cette pratique est interdite en France, il y a beaucoup de femmes seules ou homosexuelles qui vont en Belgique se faire inséminer. Alors, ces enfants sont là et ils vivent en France. C'est vrai, c'est vrai que c'est un problème et qu'on ne peut pas tout canaliser, mais plus on va ouvrir de portes, plus on risque d'avoir des dangers. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu le professeur Testard, qui a participé à la naissance de la petite Amandine. C'était bon, il y a PMA, il y a FIV, il y a GPA, voilà. Et il se disait fort heureux de ce qu'il avait réalisé, évidemment, mais en même temps, il craignait les dérives qu'il y avait, parce que lui est à même, certainement, de constater certaines choses. C'est pour ça que j'appelle à la plus grande prudence par rapport à ça. Nous appelons tous à la prudence. Esther Benbassa, il y a un article ce matin dans Libération de M. Testard, très intéressant à lire. Vous verrez qu'il revient sur les propos qu'on lui attribue. Oui. Néanmoins, bien sûr qu'il faut être prudent. L'adoption aussi. Tous les enfants adoptés. Esther Benbassa, votre proposition de loi se veut également au nom
de l'égalité des droits pour les couples homosexuels. Est-ce que ça veut dire que si on adopte une proposition de loi pour les femmes homosexuelles, si on étend la PMA, est-ce qu'il va falloir, au nom de l'égalité des droits pour les couples homosexuels, également légaliser la GPA, la gestation pour autrui, et le recours aux mères porteuses pour les couples d'hommes? Attendez. Et il faut séparer les deux, sinon on aurait fait une loi. Oui, mais c'est au nom aussi de l'égalité des couples homosexuels. Mais c'est pas au nom de l'égalité, madame. C'est pas au nom de l'égalité, parce que les femmes seules aussi peuvent adopter. Donc c'est pas une loi seulement pour les homosexuels. Bien sûr qu'il y a l'égalité, mais dans la GPA, il y a quand même un certain nombre de problèmes. Est-ce que on va prendre une mère porteuse? On va marchandiser le corps, on va la payer pendant les 9 mois de grossesse, et puis le reste, parce que est-ce qu'on va prendre une mince, un mannequin, une femme blonde, une femme brune? Bon, cela, moi personnellement, je vais vous dire que je n'ai pas réglé mes questionnements sur ce problème de GPA. Mais pour la PMA, je vais vous dire, aujourd'hui en France, il y a 30 000 enfants qui naissent par la PMA, dont 8 000 enfants de couples homosexuels. En Angleterre, la PMA est autorisée, d'accord? Nous sommes à 0,19% de la population des couples qui font appel à la PMA. Et en Angleterre, c'est libre, c'est autorisé aux femmes seules, aux femmes homosexuelles, etc. Malgré cela, il n'y a que 0,26% des couples qui ont recours, parce que c'est quand même une procédure compliquée et humainement, c'est un long chemin avec hormonothérapie. On va pas parce qu'on a un coup de tête et qu'on veut un enfant. Il y a un grand désir d'enfant pour accepter ce genre de cheminement. Donc il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. On n'a pas beaucoup entendu Madame de Montchenu, allez-y. Je voulais dire qu'effectivement, il y a ce désir d'enfant qui est devenu un besoin, presque un dû et presque une revendication. On n'est plus tellement dans le droit de l'enfant, mais dans le droit à l'enfant. Donc, ça devient comme quelque chose qu'on est obligé d'avoir. Donc, on est aujourd'hui un petit peu dans un fantasme que tout est possible grâce à la science et à la loi. Il ne devrait pas y avoir à faire de législation, je dirais, quand il s'agit de l'enfant. Et on touche quand même des bases, je dirais, irréfutables. Un homme et un homme ne peuvent pas avoir d'enfant, une femme pas d'enfant. Alors rapidement, Esther Benbassa, parce que ce commentaire me fait quand même aussi vous poser une question, à savoir qu'au sein des écologistes, votre proposition ne fait pas l'unanimité. Et José Bové, récemment, s'est déclaré bien contre l'extension de la PMA aux couples homosexuels. Il dit qu'il est contre toute manipulation du vivant. Oui, enfin, manipulation du vivant, là, je crois qu'il a exagéré, puisque mettre des spermatozoïdes dans l'ovocyte, c'est pas une manipulation du vivant. Alors moi, je ne suis pas d'accord, j'ai écrit là-dessus et je lui ai répondu, et beaucoup de membres de notre parti lui ont répondu. Parce que dans le parti écologiste, déjà, ce texte est programmatique, puisqu'on le retrouve dans le programme des élections législatives, et il y a eu une motion aussi sur ces questions-là. Donc, je crois qu'il y a une division, c'est normal. C'est normal. Merci à toutes les deux. On aura l'occasion de reparler de ce sujet. C'est la fin de cette édition. Spermatozoïde plus ovule, un petit peu comme j'ai l'impression, une marchandise. Et c'est ça que je ne voudrais pas qu'il se produise. Merci à toutes les deux. C'est la fin de cette édition à 22h. Sonia Mabrouk. Très bonne soirée et un lundi.